Effectivement. Donc, on va faire, évidemment, c'est ma spécialité, je fais de l'histoire, donc je retourne dans mes marottes et je vais retourner dans le passé un petit peu, pas trop loin, pour pas nous perdre trop, mais quand même. Et ensuite, ce qu'on va faire, après avoir jasé un petit peu des insultes qui ont été échangées de part et d'autre de la frontière, on va revenir sur les faits, en fait, juste pour avoir une idée générale de ce que c'est le commerce canado-américain. On va laisser le Mexique de côté. Et comme on m'a demandé de présenter le point de vue américain, donc je vais évidemment mettre l'accent sur ça. Mais évidemment, on s'en sortira pas. Il faut parler du Canada aussi. Pour ensuite, évidemment, parler du contenu de l'accord lui-même. Donc, qu'est-ce qui a été changé? Et enfin, finalement, qu'est-ce qui s'en vient pour la signature, donc pour la ratification et l'application de cette entente-là, finalement, si il est accepté. Nuance. Donc ici, on a le président Trump qui est avec sa casquette MAGA, donc Make America Great Again. Et lorsqu'il a reçu le premier ministre Trudeau, donc j'ai pris une photo à partir de mon cellulaire, non malheureusement. Et donc, vous avez ici une conférence de presse qui a eu lieu en 2017, où est-ce que le président a reçu son vis-à-vis canadien, donc le ministre Trudeau. Et je dirais que l'entente a été relativement bonne, hein, donc il faut le dire. Hein, le premier ministre a été capable d'aller chercher ce qui fait plaisir au président, donc non pas des choses qui sont concrètes envers son pays, mais bien quelque chose qui sont concrètes envers sa personne. Donc, une photo de Donald Trump, d'un jeune Donald Trump dans les années 80, oui, exactement, début des années 80, qui remettait à Pierre-Éliott Trudeau un prix. Hein, donc, c'est quoi dont le prix? C'est Family Man of the International, bon bref, peu importe, Family Man of the Year. Et donc, il a donné ça encadré à Donald Trump. Évidemment, qu'est-ce qui fait plus plaisir à Donald Trump qu'une photo de lui-même? Rien. Et comme vous le savez peut-être, hein, par ailleurs, il est pris dans différents méandres juridiques et l'un de ceux-là est lié à une fondation caritative qu'il a mis en place. Une fondation caritative qui, comme on le dit, toute bonne charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, cette opération caritative-là a acheté un immense portrait de lui-même pour mettre dans une de ses institutions, évidemment. Bon, vous voyez, c'est le genre de choses que le président fait à temps perdu. Toujours est-il que tout a bien commencé entre le président et le premier ministre. Et lorsque M. Trudeau est allé à à Washington, parce que contre toute attente, le président américain cette année, en fait en 2017, n'a pas fait sa première visite au Canada comme c'est la tradition. Il est allé où? Il est allé ailleurs. Il est allé en Arabie Saoudite. Et donc, il a fait quelque chose de différent. Bref, le premier ministre est allé à Washington. Et bon, ils ont discuté différentes choses. Et le président a dit, l'accord de libre-échange, c'est ce qu'on appelle en anglais le NAFTA, hein, donc l'accord de l'ALENA en français. Donc, oui, bon, faudrait la retravailler, but we need to tweak NAFTA. C'est ça qu'il a dit. Tweak. Hein, bisouner, hein, modifier, picosser, hein, si vous voulez. Tweak, hein, ce sont des petits ajustements. Okay? C'est ce qu'il a dit. Alors, tout le monde, hein, donc si on recule un petit peu ici, n'est-ce pas merveilleux? Donc, le ministre du Travail, Jean-François Champagne, avait dit à Bloomberg TV en 2017, I was encouraged from the comment from President Trump when he referred to tweaks to NAFTA. Donc, hein, tout le monde était assez positif. On se disait que ça peut juste bien aller. Et on sait que depuis, ça a un peu dégénéré. Donc, le président, évidemment, on avait oublié qu'en campagne, le président, puis depuis des années, hein, par ailleurs, là, c'est pas rien de nouveau. Donald Trump n'a rien fait de nouveau. Tout a été annoncé depuis très longtemps. Lorsqu'il était homme d'affaires, homme d'affaires, il commentait lorsqu'il était à The Apprentice. Donc, bref, pour lui, l'accord de l'ALENA, hein, c'était une des pires ententes qui a jamais été signée par les États-Unis. En fait, toute entente qui fait que les États-Unis dépensent de l'argent, c'est ce qu'il y a de pire pour lui, je pense. Ceci étant dit, donc, il a toujours annoncé qu'il détestait cette entente-là. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? À partir de la rencontre avec le premier ministre, il a commencé à attaquer l'accord de libre-échange nord-américain en disant que c'était terrible, qu'il y avait des emplois qui étaient perdus, que le Canada profitait des États-Unis, que le Mexique profitait des États-Unis. Donc, bref, il a attaqué. D'ailleurs, par ailleurs, là, vous et moi, on sait que le Canada n'a pas été la seule cible des attaques de Donald Trump. L'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, tout le monde, la Chine, bien évidemment, la Chine est sans arrêt attaquée par les États-Unis, avec ou sans raison, on ne s'en sera pas là-dedans, mais l'idée, c'est que Donald Trump a attaqué tous ses partenaires, en fait, tous les partenaires commerciaux des États-Unis depuis qu'il a pris le pouvoir, et ça, c'est clair.
Concernant l'ALENA maintenant, donc il a commencé par dire qu'il faut renégocier et renégocier solidement, avoir un nouveau pacte, etc., etc. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a imposé des tarifs douaniers sur différents produits. Évidemment, ça a affecté tous ses alliés, mais particulièrement, évidemment, son deuxième partenaire commercial. Je vais vous montrer des chiffres tantôt. Donc, le Canada. Donc, il a mis des tarifs, par exemple, sur l'aluminium, sur l'acier, sur le bois, sur le papier journal. Vous voyez un peu le genre. Là. Et demain, tout le monde était très crispé. Les gens n'étaient pas vraiment heureux. Donc, nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce que ça a fait? Quelle est l'ampleur du commerce, des relations économiques et commerciales donc, entre le Canada et les États-Unis? Donc, quelques perspectives sur le commerce américano-canadien. Donc, comme vous pouvez le voir, là, évidemment, je ne me lancerai pas dans les chiffres trop précis, question de ne pas nous alourdir, mais si vous avez besoin de précision, on pourra revenir à tout ça. J'ai été chercher ça sur différents sites. Donc, ici, ça, c'est, bon, par exemple, le US Census Bureau. Donc, le premier partenaire commercial des États-Unis, c'est la Chine, d'accord? Et loin devant par ailleurs. Suivi tout de suite après du Canada et du Mexique. Donc, on est en deuxième position. Évidemment, l'inverse pour le Canada est vrai. Donc, ça veut dire que les États-Unis sont, et de loin, le premier partenaire commercial des États-Unis. Vous comprenez que lorsque les Américains ont relancé les négociations, ils étaient ouverts, donc, comment je pourrais dire, ils étaient prêts aller ailleurs, donc chercher ce dont ils ont besoin, la Chine étant le premier partenaire. Donc, ils avaient des options, ils pouvaient aller en Europe, ils pouvaient aller chercher des choses ailleurs. Donc, ils avaient un pouvoir de négociation beaucoup plus grand que celui du Canada, qui est un peu pris avec son immense voisin. C'est pas pour rien que depuis, sous Harper, c'est moins vrai, mais donc sous les libéraux de Jean Chrétien, mais particulièrement depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, on cherche d'autres avenues pour faire du commerce, donc d'où la signature d'un traité de commerce avec, qu'on dit transpacifique, et un autre avec l'Europe, etc. Donc, on cherche des nouveaux débouchés pour les produits canadiens parce que, ça pose un peu problème. Là. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes les bons deuxièmes, qui est quand même gigantesque. Si vous regardez ici, donc ce sont le pourcentage de l'importance du commerce, du commerce canado-américain en pourcentage du PIB de chaque État et de chaque province. Et donc, dans l'ordre, je vous les donne les trois premiers au Canada. Le Nouveau-Brunswick, 50% de son PIB. L'Ontario, le Manitoba et le Québec est 7e en termes de proportion. Donc, le Québec, c'est 23% de notre PIB qui est lié directement au commerce avec les États-Unis, ce qui est quand même énorme. À côté de ça, si vous regardez les États américains, les 5 premiers, donc le premier est le Michigan, donc évidemment avec le pacte de l'auto, ça s'explique en grande partie. Le Vermont, qui est notre partenaire principal ensuite, donc le Montana, le Dakota du Nord et ensuite le New Hampshire. Si vous regardez les chiffres, par contre, c'est beaucoup moins concentré. Donc le Michigan, c'est 15% de leur PIB, le Montana, 9%, etc. Donc, à part le Michigan, le Vermont, il n'y a pas beaucoup d'États où est-ce qu'on dépasse le 10%. Ils ont de la marge de manœuvre. Est-ce que les négociations leur ont fait plaisir? Non. Lorsque le président s'est mis à taxer les produits canadiens, que ce soit le bois d'œuvre ou l'acier ou l'aluminium, etc., ça a beaucoup enquiquiné, pour ne pas utiliser un autre mot, beaucoup enquiquiné certains gouverneurs, particulièrement le gouverneur du Vermont, qui est aussi un républicain, et le gouverneur Scott, donc qui a attaqué vertement son président. La même chose, le gouverneur Sununu du New Hampshire a aussi attaqué vertement son président. Et d'autres gouverneurs, évidemment, ont attaqué le président parce qu'ils ont des relations commerciales très, très, très serrées avec le Canada. Et vous le savez, l'industrie de l'automobile, par exemple, mais particulièrement l'industrie de l'aéronautique aussi, sont très intégrées en Amérique du Nord. Donc, beaucoup de pièces sont faites ici au Canada, sont envoyées aux États-Unis et vice-versa. Et on a besoin de ça pour maintenir les chaînes de montage en action. Donc, évidemment, qui dit tarif douanier, dit augmentation de coûts, dit imprévisibilité, dit guerre commerciale. Et ça, les hommes d'affaires n'aiment pas ça d'une façon générale. Et forcément, les gouverneurs non plus ne sont pas des grands fans de ces choses-là. Donc ça vous donne une idée de l'importance. Donc ici, si vous regardez, dans quels États le Canada est le partenaire numéro 1, vous voyez que le Canada avait beaucoup d'alliés au Congrès,
au Congrès et évidemment en termes de gouverneurs, parce que l'essentiel, vous voyez, des États américains, leur premier partenaire commercial, même si ce n'est pas un gros pourcentage de leur PIB, reste le Canada. Et le Québec, évidemment, a quand même un rôle à jouer là-dedans. Voilà, bon, ici, j'ai beaucoup de chiffres. Le président américain accusait le Canada de profiter des États-Unis. Donc, il disait on a une balance commerciale épouvantable, mesdames et messieurs. Donc, évidemment, il disait ça dans un langage beaucoup plus imagé que le mien, peut-être plus agressif aussi. Mais bon, il n'utilisait pas le même langage que pour la Chine. Hein. Il disait que la Chine violait, raped the United States, donc violait les États-Unis. Donc, le Canada, c'est déjà un peu moins pire. Donc, mais dans la réalité, c'est un peu faux, même beaucoup. Évidemment, le président donnait des chiffres. Il donnait des chiffres sur certains types de produits. Il avait raison là, sur ces produits-là. Mais dans l'ensemble, vous pouvez le voir, donc depuis, grosso modo, le sommet de 2014, essentiellement, la balance commerciale canado-américaine est égale de part et d'autre de la frontière, et ça s'est encore plus égalisé en 2018. Mais bon, ça ne rentrait pas dans mon graphique. Là, donc, le graphique disponible ne se rendait pas en 2018. Mais ce que ça vous dit, c'est que donc, le déficit commercial américain a fondu dans les dernières années parce que le président Obama, avec le premier ministre Trudeau et avant avec le premier ministre Harper, avait fait des ententes qui rééquilibraient tout ça. D'accord? Bon, évidemment, je m'amuse tout le temps à montrer la même chose. On est vraiment, vraiment, vous et moi, intégrés à l'économie américaine. On ne peut pas s'en sortir. On est pris avec ça, qu'on les aime ou pas, qu'on soit heureux ou pas. Parlez-en aux Albertains. J'ai longtemps voyagé dans l'Ouest canadien, et puis les gens de l'Ouest sont toujours un peu coincés avec les États-Unis, parce que leur seul partenaire véritable, hein, évidemment, à part les autres provinces. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est toujours voir à quel point c'est difficile de faire du commerce entre les provinces, et à quel point c'est facile de faire du commerce transfrontalier. Hein. Donc, on a réglé le problème de la bière déjà entre les provinces récemment. Là, donc, on peut penser positif. Bref, donc la fameuse bibliothèque donc, américaine qui est coupée en deux par la... Si vous sortez sur le côté, évidemment, vous avez besoin d'un passeport hein, parce que vous rentrez au Canada. Donc ça, c'est à Stansted. Voilà. Bon. Donc ici, bon, le Québec, encore là, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'on peut voir, hein, c'est que, bon, les États-Unis... donc, vous voyez, en 2014, autour de 70% des exportations québécoises s'en vont directement aux États-Unis. Donc, une guerre commerciale avec les États-Unis a un impact énorme sur une province comme le Québec. L'Ontario, c'est pire. Évidemment, le Nouveau-Brunswick, c'est catastrophique. Okay? Et donc, ça a beaucoup d'impact pour nous. Et on a intérêt à ce que ça se règle rapidement. On reviendra à tout ça si ça vous intéresse. La même chose, donc, ce qu'on importe, vous voyez donc les États-Unis en 2014, donc c'est le cercle de droite pour vous. Donc, les États-Unis sont majoritaires à 40 % hein, et ensuite, c'est l'Europe. Encore une fois, donc ça c'est 2014, évidemment, les chiffres ont un peu bougé depuis, mais ça nous donne une idée de ce qu'on consomme, hein, vous et moi, ça provient des États-Unis d'une façon générale. Donc, on a beaucoup de relations avec les États-Unis. Et si vous regardez, donc ça, c'est ce qu'on exporte aux États-Unis en 2014. Donc ça, ce sont les données de Statistique Canada. Donc, ce qu'on exporte aux États-Unis, bon, évidemment, autour de 60 %, là, c'est toutes sortes de choses. Mais vous voyez, un bon 9 % ce sont des produits liés à l'aéronautique. Et un autre 9 % l'aluminium. Mettez des tarifs sur l'aluminium, qu'est-ce que ça fait? Ça affecte énormément le Québec. Donc, encore aujourd'hui, au moment où on se parle, hein, il y a des tarifs sur l'aluminium, malgré la signature de la fameuse entente. C'est une des raisons pour laquelle le premier ministre Trudeau ne souriait pas lors de la signature. Il en a parlé à Trump, et Trump avait l'air bête, vous n'avez pas idée. Vous regarderez la vidéo, c'est superbe. Et il y a cette capacité-là d'avoir l'air méchant, cet homme-là, il faut le dire. Et donc, bref, tout ça pour dire que c'est un des gros contentieux en ce moment. Mais évidemment, les tarifs dont on parle, les tarifs douaniers dont on parle sur l'aluminium affectent grandement le Québec. Et juste une petite parenthèse, il y a de la chicane, évidemment, en ce moment au Congrès. Hein, le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis râlent un peu sur les demandes budgétaires du président, à savoir, ils ne sont pas très, très chauds à l'idée de construire le fameux mur. Hein? Le fameux mur qui va empêcher, en fait, qui va régler tous les problèmes aux États-Unis, vous le savez.
Et donc, le Congrès refuse un peu de fournir les sous pour les quelques milliards de sous là, pour construire le 10 murs. Et on s'enligne, en tout cas, c'est pas encore fait, mais regardez, c'est déjà arrivé. Ça faisait même pas un an que le président est au pouvoir et il y a eu un blocage. Donc, sur la question du budget l'année dernière, pendant 3 jours, le gouvernement américain a cessé de fonctionner. Quand on parle de gouvernement américain qui ferme, on parle de douane qui fonctionne au ralenti. Et donc, encore là, des produits américains qui viennent au Canada et vice-versa, donc des produits canadiens et québécois, forcément, qui vont aux États-Unis, qui restent pris à la frontière et qui coûtent cher, coûtent très cher pour les entrepreneurs d'ici, les exportateurs et évidemment, ultimement, les travailleurs. Donc, ce sont des choses là, qui bougent énormément là, au moment où on se parle. On pourra en reparler là, après, bien sûr. Bref. Donc, ça vous donne une idée de ce que nous, on fait ici au Québec, de ce que le Canada fait d'une façon générale en termes d'exportation et à quel point, vous et moi, on est dans une économie qui est liée à celle des États-Unis. Pour vous donner une idée, donc en 2016, les échanges étaient de 1,2 trilliard de dollars entre le Canada et les États-Unis. On ne parle même pas du Mexique. Donc, c'est énorme. C'est gigantesque en termes d'échanges économiques. On est vraiment extrêmement intégrés à l'économie américaine et vice-versa. Mais eux, l'économie américaine, elle est gigantesque. Des fois, j'entends du monde dire « Ah oui, les États-Unis sont en déclin, blablabla. » Peut-être. Mais l'économie américaine, elle est gigantesque. Leur dette, elle est immense. Et là, le président a lancé une autre couche de dette récemment en adaptant son budget l'année dernière. Les Américains, le gouvernement américain nous l'a montré sous Bill Clinton. Lorsqu'il est en dette, il est capable de rembourser. Lorsque le président américain Bill Clinton, ou William Clinton, si vous préférez, s'est retiré au début des années 2000, il a laissé à son successeur un surplus budgétaire de 220 milliards de dollars. J'ai hâte de voir le Canada faire des surplus de cette envergure-là. Donc, passer d'un déficit gigantesque. Lorsque Clinton a pris le pouvoir, le déficit était immense et en 8 ans, il a réussi à balancer et même avoir des surplus. Donc, c'est la même chose. Donc, s'il y avait des réformes, évidemment, pour l'instant, Washington est bloqué, mais l'économie américaine, elle est gigantesque. Juste pour vous donner une idée, n'oubliez pas que la Californie, elle est autour d'être la 6e économie la plus grosse au monde. La Californie a une plus grosse économie que le Canada au complet. Donc, gardez ça en tête. Donc, on parle de richesse d'un pays qui a une capacité économique immense. Donc, évidemment, lorsqu'on négocie avec eux, évidemment, lorsque eux bougent dans la barque, bien, tout le monde râle, c'est normal. Maintenant, il y a toujours une façon de bouger plus poliment que dans une barque que d'autres. Et le président Trump, lui, visiblement, une façon un peu plus, comment je pourrais dire, forte de se déplacer là, lorsqu'il est dans la barque économique. Donc, ça, ce sont les enjeux pour nous. Évidemment, un peu pour les Américains, mais pour nous essentiellement. Maintenant, la grande question, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord-là, dans le USMCA, donc dans le United States, Mexico and Canada Accord? Donc, on va voir. Le premier point, celui qui apparemment est le plus important, c'est la question de l'automobile, en fait des véhicules motorisés, parce que dans l'automobile, on doit inclure voitures, bien sûr, mais 4x4, tous les SUV possibles imaginables, et bien entendu les camions et autres véhicules du même type. Donc, c'est beaucoup plus large qu'on pense, ce n'est pas juste les voitures. Donc, ici, vous avez une usine d'assemblage, de morceaux de Magna International, donc ça, c'est en Ontario. Évidemment, ce genre de conflit-là les affecte énormément. Pour le président américain, l'objectif premier de ces négociations-là, apparemment, était de ramener aux États-Unis des emplois de qualité. Donc, des emplois payants, des emplois industriels, parce qu'évidemment, il y a une grosse partie de son électorat, une partie des gens qui ont quitté le Parti démocrate et qui se sont retrouvés à voter pour le Parti républicain, particulièrement dans des États comme le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie notamment. Il y en a d'autres. Ce qu'on appelle en bon français le Rust Belt, donc la ceinture de la rouille, si vous voulez. Ceinture de la rouille parce que les usines faisaient beaucoup d'acier, utilisaient beaucoup l'acier, donc ça rouillait, puis évidemment, on a fermé les usines, donc elles ont rouillé. Donc, toujours est-il que les gens du Rust Belt avaient ou ont encore ce genre d'emploi-là, et ils se sentent menacés, ou sinon, ils ont littéralement perdu
leur emploi et donc ont cessé de travailler, ils sont au chômage. Ils étaient fâchés contre les démocrates qui non seulement les ont pas aidés, mais ont signé des accords facilitant le commerce international. Et donc, ils ont décidé de faire un pied de nez aux démocrates. Ils ont tourné leur chapeau vers les républicains. Et donc, le président Trump a toujours joué beaucoup la carte des cols bleus, hein, donc des gens qui travaillent dans le milieu de l'industrie pendant la campagne électorale et après. Donc, pendant la campagne électorale, il a dit, bon, ben, on va réouvrir des usines, on va ramener des emplois dans les usines, on va faciliter l'extraction du charbon, par exemple. Hein, donc, on veut des gens qui travaillent de leurs bras. Et dans le monde, en fait, en général, occidental en tout cas, il y a beaucoup cette idée-là. En anglais, on appelle ça du producerism. Hein, donc, l'idée que celui ou celle qui produit avec ses mains, le fermier, hein, l'agriculteur, le mineur, l'ouvrier, hein, ces gens qui travaillent avec leurs mains, ce sont la base de l'économie. C'est une grosse impression qu'on a. Oui, c'est vrai qu'ils sont la base de l'économie, puis on a aussi l'impression souvent que c'est plus noble hein, que les gens qui travaillent avec leur tête ou je ne sais quoi. Bon, bref. C'est que ça reste très, très fort dans la pensée des gens. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas vraiment important. L'idée, c'est que c'est très, très fort. C'est un discours qui est porteur. Et le président Trump, il faut le dire, il a eu l'intelligence, ou en tout cas la capacité tactique, disons-le comme ça, d'aller chercher ces gens-là avec des discours enflammés et très agressifs. Et donc, il se devait, donc dans sa tête, selon ses conseillers probablement, il se devait de faire quelque chose pour ramener ce genre d'emploi-là aux États-Unis. Et donc, il a décidé de le faire en négociant l'accord de libre-échange et en forçant donc une transformation, notamment dans le domaine de l'automobile. D'accord? Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est gentil de dire tout ça, là. Et dites-vous qu'avec les annonces que GM a faites, la semaine dernière, il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines, ces fameuses promesses augurent très mal. D'accord? Ça sent un peu l'esbrouffe, mais on va y revenir en conclusion. Là, donc, toujours est-il qu'une des premières choses qu'on a demandé, qui a été très difficile à obtenir du Mexique, ça a été donc d'augmenter la proportion, le pourcentage, si vous préférez, de chaque véhicule produit en Amérique du Nord, mais donc la proportion de pièces et de main-d'œuvre dans la construction du véhicule. Donc, sous l'ALENA, c'était 62,5 d'un véhicule, donc les pièces, la main-d'œuvre, etc. 62,5 devaient être faites soit au Mexique, au Canada ou aux États-Unis. Sous le nouvel accord, apparemment, s'il est adapté, c'est 75 Donc, on limite les pièces qui vont arriver, par exemple, de Chine. Et il faut le dire, là, il y a beaucoup, et le Canada, il faut le dire là aussi, a des règles de commerce qui facilitaient, et le Mexique, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas regardé, mais avait des règles, contrairement aux États-Unis, qui facilitaient donc l'importation, disons, de pièces, là, je dis chinoises, peut-être taïwanaises, peu importe, mais bref, de pièces d'origine étrangère et de les, disons, pour utiliser une expression de Donald Trump, les tweaker, hein, donc les modifier un petit peu et dire faites au Canada. Et donc, on les envoie dans les voitures, disons, de GM, Ford, etc., et on les met, donc... Et ça, les négociateurs américains, ça les enquiquinait, mais c'était déjà un problème sous Barack Obama, c'était sûrement un problème sous George Bush, mais là, le président Trump a dit non, non, non. Ou en tout cas, ces négociateurs ont dit non, non, on va augmenter, ça va être plus serré, on va faire plus de contrôle parce qu'on veut que si on fait des véhicules en Amérique du Nord, ils soient vraiment faits en Amérique du Nord. Donc ça, c'est dû pour être appliqué complètement en 2023, plus ou moins 2023. Là. Okay, donc évidemment, ce ne sera pas effectif demain matin. Disons que l'accord est adopté là, on a encore du jeu parce qu'évidemment, les entreprises doivent refaire leur chaîne d'approvisionnement, doivent engager de la main-d'œuvre, construire des bâtiments, des choses comme ça. Donc forcément, hein, c'est un peu normal. Voilà. Donc 75% du contenu donc, doit être nord-américain, soit canadien, américain ou mexicain. Donc ça, c'est une des choses. L'autre pierre d'achoppement, et qui est énorme, c'est que, et encore là, on ne peut pas être contre la vertu. Hein. Les négociateurs américains ont exigé du Mexique que au moins 40% des pièces et de l'assemblage des voitures, des véhicules, soient faites par ce qu'ils appellent, dans des high wage factories. Donc, autrement dit, dans des usines où le salaire est plus élevé qu'ailleurs. Okay? Et comparable, en guillemets, avec ce qui se fait au Canada et aux États-Unis.
Là, la définition de high wage factories, donc d'usines à haut salaire, si vous voulez, dans l'accord, c'est des salaires minimaux de 16 $ de l'heure. Donc, évidemment, ici, ce n'est pas énorme. Hein, mes étudiants font 10 $ de l'heure en travaillant dans différents endroits, restaurants et autres. Mais au Mexique, ça représente au moins 3,5 fois le salaire que les gens sont payés de façon générale. Donc, évidemment, pour le Mexique, c'est une augmentation assez substantielle du salaire. Et donc, ça exige que le gouvernement mexicain adopte des lois et donc ensuite les mette en application et surveille, évidemment, parce que vous le savez aussi bien que moi, hein, et c'est une chose d'avoir des lois et ensuite de les appliquer et de les faire appliquer. Okay? Et je vais vous donner un des meilleurs exemples que vous pouvez trouver. Là, je m'en allais imiter Trump, mais je ne le ferai pas. 3 dames qui travaillent, d'après moi, on va pouvoir bientôt dire, travaillaient au club de golf que le président visite de façon frénétique depuis qu'il est à Maison-Blanche, au New Jersey. Ce sont 3 travailleuses, 3 dames qui sont des immigrants sans papier, donc relativement illégales, et elles sont payées avec de faux papiers qui ont été achetés. Bon, peu importe comment elles ont réussi à s'infiltrer. La question, c'est que dans ses propres entreprises, il n'applique pas la loi. Là, ces dames-là, bon, pour toutes sortes de raisons, sont sorties publiquement. Ça fait le tour des journaux en ce moment. Donc, si dans les clubs de golf du président, on n'est pas capable d'appliquer la loi, vous comprenez que tout ça... Mais bref, tout ça pour dire que c'est ce qu'on demande. Puis effectivement, donc c'est un plancher minimum, 16 $ de l'heure. Et je vais revenir sur tout ça, évidemment, tout à l'heure, mais gardez ça en tête. Hein, donc, on veut que ce 16 $-là soit minimal. Un des gros problèmes aussi qui est soulevé par les syndicats américains et canadiens, qui est aussi soulevé par le Parti démocrate, est le fait que le fameux 16 $ de l'heure n'est pas indexé à l'inflation et que donc, d'ici 2023, ce ne sera plus vraiment 16 $ de l'heure. Vous comprenez que c'est un peu un des gros problèmes. Bref, on va y revenir à ça. Donc, un autre des problèmes donc, qui est lié au fait qu'on va avoir plus de pièces faites en Amérique du Nord, je dis un problème. À mon avis, ce n'est pas tant un problème que ça, là, mais bref, qu'on voit poindre l'horizon. Donc, c'est que le coût des voitures faites en Amérique du Nord va augmenter. Et quand je dis le coût des voitures, je vais vous donner un exemple. Donc, là, ici, on a des pièces. Ici, vous avez un des principaux ports mexicains, qui c'est à Veracruz. Donc, où est-ce qu'on met les voitures sur des bateaux et on les exporte vers le Canada et les États-Unis. Évidemment, si on a à les livrer aux États-Unis, au sud des États-Unis, on peut les envoyer par camion. Mais si vous regardez ça ici, ça, c'est l'usine de Volkswagen. Est-ce que j'ai eu la bonne idée? À Puebla, c'est ça. Donc, au Mexique, dans le nord du Mexique, c'est immense. Donc, ce sont des voitures... Avouez qu'on vit dans un monde intéressant. Des voitures allemandes faites au Mexique pour être vendues aux États-Unis et au Canada. N'est-ce pas merveilleux? C'est pas postmoderne à votre goût, ça? Je dis tout le temps à mes étudiants, vous savez, on regarde, disons, la chute de l'Empire romain, on dit tout le temps, des grandes invasions, les barbares sont rentrés, ils ont massacré tout le monde, puis ils ont pris la place. Parce qu'on a trouvé dans le sol pas des vêtements, mais des outils, des armes, des squelettes, puis évidemment des gens enterrés selon les rites, des Germains, tout ça, tout ça. Mettons, disons, dans 10 000 ans, vous et moi, on est disparus, des extraterrestres qui viennent sur la Terre, et là, ils creusent au Québec, et ils voient des voitures allemandes, des voitures japonaises. Et là, ils vont se mettre à dire « Oh, le Japon et l'Allemagne avaient vraiment envahi le Canada, vous savez. » Mais en fait, ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que les voitures allemandes et japonaises, vous savez, c'est fait au Mexique, c'est fait aux États-Unis, c'est fait partout. Hein. Fait que donc, ça ne veut plus rien dire. Mais bref, c'était ma petite parenthèse d'enseignement au cégep. Voilà. C'est gratuit. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est là que je m'en allais. Oui, c'est que donc les voitures, d'une façon générale, qui sont produites en Amérique du Nord, vont coûter un petit peu plus cher. Donc là, selon, ça s'appelle le Center for Automotive Research, donc évidemment, j'ai fait moi-même mes recherches, qui est basé à Détroit, évidemment, aux États-Unis. Donc, eux calculent au minimum entre 400 et 2200 $ de plus par voiture liés au USMCA. Donc, parfait. Donc, je suis sûr que vous et moi, à rigueur, en magasinant un peu, on est capable d'absorber ce coût-là. Le problème, c'est qu'il y a une grosse partie de la production nord-américaine qui est exportée à l'extérieur. Disons, je vais vous donner un exemple.
Donc, ça, ce sont des voitures allemandes. Hein. Donc, ici, vous avez le port de Yangshan à Shanghai, où est-ce qu'on reçoit énormément de matériel en provenance de l'étranger, particulièrement des voitures, parce qu'évidemment, c'est un port en eau profonde avec des grosses installations, donc ça prend beaucoup de place, des voitures, comme vous le savez. Et donc, est-ce que les producteurs de voitures nord-américains et peut-être allemands, coréens, etc., ne seraient pas intéressés finalement, au lieu de venir ici, faire leurs voitures ici et après ça les exporter, ne seraient peut-être pas intéressés de déplacer leur production à l'extérieur de l'espace nord-américain? C'est possible. Donc, c'est ce que les gens du Center for Automotive Research ont dit devant le Congrès. Donc, ils ont déposé un gros rapport. Et bon, ils se posaient la question. Bref, ça, c'est la voiture. On va y revenir tout à l'heure. L'autre chose, évidemment, la grande pierre d'achoppement, évidemment, la grande victoire de Donald Trump. Hein? Et comme on dit en bon québécois, il s'est pété les bretelles sur la question, évidemment, et il accusait les méchants producteurs laitiers du Canada, particulièrement ceux du Québec. Et je le vois. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il les accusait de pratiques commerciales dégueulasses. Et là, les pauvres producteurs du Wyoming, hein, ça allait tellement mal. Et là, le Canada, en plus, a des pratiques terribles. Il contrôle l'offre et la demande. Et ça, c'est inacceptable. Évidemment, lorsqu'ils criaient haut et fort que nous, méchants Canadiens, vilains Québécois et autres Ontariens, on était là pour étrangler chacun des fermiers individuellement aux États-Unis. Évidemment, avec notre offre et notre demande, évidemment, il ne disait pas qu'aux États-Unis, vous savez, l'industrie agricole, elle est extrêmement subventionnée. Okay? Nous, il y a des subventions ici, mais c'est rien comparé de ce qu'aux États-Unis, parce qu'on contrôle l'offre et de la demande. Aux États-Unis, ils donnent des chèques, mais de façon faramineuse, d'accord? À des entreprises qu'on dit familiales, mais vous allez voir que la définition de familiale est très, très, très variable. Donc ici, je vous ai donné quelques chiffres, là, vous voyez, bon, le Canada, donc 6330 fermes, Canada moins Québec, évidemment. Donc, en moyenne, 92 vaches par ferme. Mais vous voyez, 33 de la production laitière canadienne, elle est ontarienne. Évidemment, le Québec, avec ses 6170 fermes, c'est 360 000 vaches réparties à 59 vaches en moyenne par ferme. Évidemment, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Donc, c'est 49 de la production canadienne. Vous comprenez que les 3,5 de parts de marché qui sont réservées aux États-Unis, c'est énorme pour les producteurs québécois. C'est terrible. L'impact est très, 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 très fort ici. En Ontario aussi, par ailleurs. C'est sûr que dans l'Ouest, mais évidemment, dans les Maritimes, c'est beaucoup moins important. Il reste que ça vous donne une idée. Je me suis même permis de mettre une fromagerie qui est à Warwick. Voilà. Maintenant, allons dans le grand État du Wyoming, qui est l'État par excellence aux États-Unis pour la production laitière. Donc, 9090 fermes, en moyenne 140 vaches par ferme. Déjà, vous avez une taille qui est beaucoup plus grande, d'accord? Et en plus, ils ont des subventions. Là, évidemment, je suis allé sur le site de George Farm. Vous aurez visité ça. Ils ont l'air très, très, très sympathiques. Là, je ne dis pas que ce sont de méchantes personnes, ces gens-là, ça n'a aucun rapport. Mais ça, c'est au Wyoming. Et là, le vrai nœud du problème n'est pas le Wyoming. 140 vaches par ferme, c'est pas énorme. Si vous allez en Californie, par contre, donc là, vous avez en moyenne 1250 vaches par ferme. Ce sont des machines à produire du lait, à produire du fromage, à produire même de la viande et tout. Et donc là, c'est la vraie agro-industrie. Là. Et c'est très, 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 très subventionné. Hein. Et là, souvent, ces compagnies-là sont des compagnies familiales. Donc, en fait, ils sont enregistrés sous des noms de famille, mais en fait, vous comprenez que ce sont des multinationales. Et je lisais pas plus tard qu'en fin de semaine, je me suis informé, évidemment, que l'industrie laitière, même en Californie, va mal dans la mesure où le nombre de producteurs se réduit, mais pas la quantité produite. Ce qui arrive, c'est qu'il y a concentration de la production entre les mains de moins en moins de joueurs qui sont de plus en plus gros, forcément, et qui ont les reins de plus en plus solides pour écraser, premièrement, les petits producteurs américains. Et c'est eux qui souffrent les premiers de ce genre de choses-là. C'est pas le Canada qui écrase les États-Unis, c'est ça ici. D'accord? Puis, gardez en tête que dans l'industrie de l'automobile aussi, il y a un problème similaire. Je vais y revenir en 30 secondes. Mais bref, juste pour finir, donc la question, hein, évidemment, de la Californie, donc de ces grandes... Puis, il y a d'autres États, j'ai pris la Californie, j'aurais pu en prendre d'autres, où est-ce que, bon, bref, la production laitière, elle est immense. Et les Américains, en ce moment, sont en surproduction. Ils ont des mécanismes de destruction ou de ce qu'on appelle en bon français du dumping de la production laitière dans les autres pays. D'accord? Petite parenthèse, excusez-moi, j'ai oublié de le dire tantôt en termes de voitures.
Je vous parlais du fait que les bons emplois hein, de l'industrie manufacturière, mais particulièrement dans l'industrie de la voiture, sont partis. C'est vrai qu'ils sont partis. Mais ils sont partis du nord-est des États-Unis, puis du Midwest du nord, du Midwest des États-Unis, donc l'Illinois, le Michigan, le Wisconsin, où est-ce que vous avez beaucoup d'emplois qui sont très syndiqués, où les gens étaient payés 60, 80, 100 $ de l'heure. Et ils sont allés où? Dans le sud des États-Unis. D'accord? Ils ne vont pas au Mexique. Il y en a qui vont au Mexique, c'est vrai, mais la plupart de ces emplois-là s'en vont au sud des États-Unis, par exemple au Tennessee, en Alabama, où est-ce que la main-d'œuvre n'est pas syndiquée et où on met en place plus de robots, évidemment. Donc, on fait sauter des emplois et ceux qui restent, on les paye moins. Les gens là-bas ne veulent pas être syndiqués et l'exemple le plus incroyable que j'ai lu, en 2015, une usine de Volkswagen a été construite au Tennessee et dans les usines de Volkswagen, il y a toujours un syndicat. Donc, à la table, au CA de l'usine, hein, il y a toujours un représentant syndical qui est là, qui représente les intérêts des ouvriers. Et là, quand ils ont ouvert, les gens qui travaillent dans l'usine ont dit non, on n'en veut pas de votre syndicat. Ils ont dit, ben oui, mais vous n'en avez pas, on va vous en faire un local. Non, on n'en veut pas. Et finalement, Volkswagen a coupé les coûts. Évidemment, ils trouvaient ça super. Ils n'ont pas besoin de payer là, les ouvriers comme dans leurs autres usines. Ils déplacent leur production dans le sud des États-Unis. Okay? Donc, le grand mensonge, évidemment, hein, c'est que ce n'est pas le Mexique qui absorbe tant que ça. Oui, là, mais pas tant que ça. Electrolux, quand ils sont partis de l'Assomption, ils sont allés s'installer dans le sud des États-Unis. Des emplois qui étaient payés 40 $ de l'heure, US, sont maintenant payés 10, 12 $ de l'heure. Comprenez? C'est ça, Electrolux qui versait des grandes larmes. Là. Oh mon Dieu, l'Assomption, ça fait 40 ans qu'on est ici, ça nous touche. Non, il était très heureux. Vous irez voir ça, le discours d'ouverture du président de la compagnie quand ils sont allés au Tennessee. Bref, c'est un autre débat. Oui, revenons. Bon, bref, donc la production laitière est une grande question et le président Trump a, pardon l'expression, spiné, donc a joué beaucoup sur cette idée-là qu'il a une grande victoire pour les producteurs américains. C'est sûr que c'est bien pour eux, mais c'est pas ça qui les sauve. Comme je vous dis, ça, c'est plus dangereux. D'accord? Excusez-moi. J'ai oublié. Bref, j'ai mal placé une de mes diapos, mais bref, je vais la montrer tantôt. L'autre grande victoire agricole du président américain, c'est... Écoutez, on ramasse ce qu'on peut. Vous et moi, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais dans l'Ouest canadien, particulièrement dans la vallée de l'Okanagan, dans le coin de Kelowna notamment, il y a beaucoup de vin qui est produit là. Et en Colombie-Britannique, pour favoriser la production de vin local, hein, ce qu'on fait, c'est que dans les épiceries, là, je ne parle pas dans l'équivalent, disons, des SAQ là-bas, pas dans les magasins spécialisés, dans les épiceries. Le seul vin qu'on pourra trouver là, contrairement à ici par ailleurs, c'est du vin produit en Colombie-Britannique. D'accord? Et ça, c'est vraiment, mon Dieu, l'industrie américaine du vin est en train de mourir à cause de ça. Et donc, dans le USMCA, c'est bien marqué que ça va sauter ça aussi. Donc, les gens en Colombie-Britannique, particulièrement dans l'industrie du vin, mais monsieur, madame, tout le monde aussi, parce qu'ils aiment bien leur vin. D'ailleurs, ils font d'excellents vins, je vous le dis tout de suite, pour être allé faire un petit tour là-bas. Et ils font d'excellentes montagnes aussi, c'est très beau. De quoi je parle? Ah oui. Donc, imaginez, hein, donc, on tweak, on picosse. Et oui, effectivement, donc c'est le président en Californie, donc dans l'ouest des États-Unis, dans les régions où est-ce qu'on produit du vin, a crié haut et fort qu'il avait arraché une immense victoire hein, au Canada. Ben oui. Donc on continue. On s'amuse. Il y a eu d'autres choses là, qui ont été modifiées. Donc là, j'ai mis Mickey, qui a l'air plus sympathique que donc qui est comme le roi de Walt Disney, qui a l'air plus sympathique que le président des États-Unis. Mais donc, toutes les questions il y a eu harmonisation des lois concernant la propriété intellectuelle. Donc, les brevets, les droits sur la propriété intellectuelle aux États-Unis hein, sont beaucoup plus serrés qu'ici au Canada et particulièrement qu'au Mexique, on s'entend. Et donc, on ne peut pas avoir l'exclusivité aussi longtemps d'un produit. Et d'ailleurs, le Congrès a modifié ces lois-là il y a quelques années pour augmenter la durée de vie de ces droits d'auteur-là. Parce que, bon, Mickey Mouse était à la veille de ne plus avoir de droits d'auteur et tout le monde aurait pu utiliser ça. Rendez-vous compte le nombre en bon français, de spin-off, hein, donc de copies hein, de Walt Disney qui auraient pu être faites. Et donc, on a, pour leur faire plaisir, augmenté la durée hein, de la propriété intellectuelle sur ce type de produit-là.
Et donc, on a harmonisé ça avec le Canada et le Mexique. C'est sûr que ça joue pour beaucoup, mais en fait, vous comprenez que le vrai gagnant de ça, c'est ici. Donc, les grandes compagnies pharmaceutiques voulaient que la durée des brevets soit plus longue. Ici, au Canada, hein, c'est assez facile. Là, je ne me souviens pas exactement du nombre d'années, mais jusqu'à temps que... Donc, 5 ans. Donc, jusqu'à temps que l'accord rentre devienne effectif. Donc, les compagnies avaient 5 ans de monopole sur un produit inventé. Et ensuite, on pourrait faire des produits génériques, ce que le gouvernement québécois, par ailleurs, utilise à fond la caisse là, pour diminuer les coûts du système de santé. Aux États-Unis, hein, pour une raison qui m'échappe, le pays où sont les soins de santé les plus chers au monde sont vraiment les premiers. Donc ça, c'est quelque chose que Donald Trump aime, être le premier dans quelque chose. Et donc, on a donc augmenté, ouais, c'est ça, la durée des brevets pharmaceutiques notamment, mais pas juste là, mais notamment. Et c'est eux qui mettaient beaucoup de pression. Vous comprenez que c'est mucho dollar. Hein, j'espère que vous appréciez mon espagnol. Et donc, c'est eux qui ont mis beaucoup d'argent et de pression pour que ça change. Là, j'ai pris Pfizer, là, c'est pas que j'ai quelque chose contre eux, c'est un des plus connus. Donc, évidemment, l'autre chose, je trouve ça fascinant. Donc, on a aussi, dans l'accord de libre-échange, on s'est battu pour que la création de syndicats ou la syndicalisation des ouvriers mexicains soit facilitée. OK. Bon, première des choses, il va falloir que le Mexique mette en place des lois qui facilitent la syndicalisation. Ça, c'est pas encore fait. Mais l'autre chose que je trouve vraiment fascinante, c'est qu'aux États-Unis, depuis plusieurs années, mais bon, disons que ça a commencé en 1947 avec l'adoption de la loi qu'on appelle Taft-Hartley, qui est une loi qui permet à des gens qui travaillent dans un lieu syndiqué de profiter des avantages des gens qui sont syndiqués sans payer les frais du syndicat. OK? Ça a commencé en 1947. Bon, c'est assez faible parce qu'effectivement, il y avait eu différents problèmes avec différents grands groupes syndicaux. Puis bon, évidemment, vous connaissez Jimmy Hoffa et toutes ces affaires-là. Ça a vraiment donné des coups assez forts dans le monde syndical et ce qui a permis à des gens qui n'aiment pas les syndicats de cogner dedans assez allègrement. Je vous épargne les détails, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de plus en plus d'États aux États-Unis qui passent ce qu'on appelle des Right to Work Laws, donc des lois qui donnent droit au travail. Et donc, qui permettent à des gens de rentrer dans des lieux syndiqués et de ne pas payer leur cotisation syndicale. Donc, pensons à un État, le Wisconsin, par exemple, qui était un des États les plus syndiqués des États-Unis, un État très col bleu. Donc, le gouverneur qui vient de perdre le gouverneur Scott Walker, qui vient de perdre son poste, donc a passé une série de lois qui a littéralement tué les syndicats, malgré, en tout cas, bref, il y a toute une saga autour de ça, là. Et je trouve ça fascinant de voir qu'il y a une guerre aux syndicats menée ouvertement par le Parti républicain aux États-Unis, mais qu'on met dans un accord juste pour enquiquiner le Mexique, hein, donc des lois pour renforcer les syndicats là-bas. Pensez à ça. Bref, donc vous voyez un peu comment ça va. Donc ça, c'est une autre des choses qui a été mise en place dans l'accord hein, Canada, Mexique, États-Unis, bien sûr. Là. Donc, voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui a été mis en place. Dernière petite affaire. Donc, on a ouvert le marché des services financiers. Donc, les grandes banques américaines vont pouvoir venir faire des affaires ici plus facilement et vice-versa. Mais vous comprenez que, je ne sais pas, moi, à côté d'une banque comme Goldman Sachs ou Merrill Lynch, ou etc., la CIBC, le Mouvement des Jardins ou la Banque de Montréal, c'est quand même assez petit. Et à cet égard-là, si ça vous intéresse, vous irez lire l'excellent livre de Michael Lewis, Flash Boys, et qui explique comment, en tout cas, bref, des banquiers canadiens sont rentrés à Wall Street et quand ils sont arrivés là, ils n'avaient jamais rien vu. Ça, c'est en 2015 là, que ça a été publié, ce livre-là. Ça parle, mettons, des années 2010-2015. Donc, le marché financier canadien, ce n'est rien à comparer de ce qui se passe aux États-Unis. Okay. Wall Street, c'est un monde en soi. Okay. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. D'accord? Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, depuis que le président Trump est rentré, il a fait abroger un morceau de la loi, évidemment, dont j'oublie le nom. Non, c'est Class Eagle, ça c'est Bill Clinton, mais non, c'est une autre loi. Mais bref, peu importe. Donc, qui interdisait aux courtiers puis aux banquiers de ne pas travailler dans l'intérêt de leurs clients. Donc, maintenant, ils peuvent le faire. Ils peuvent recommencer à le faire. Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Bref, tout ça pour dire que on a ouvert les marchés financiers. Ce n'est pas ouvert à 100%, mais ça s'en vient. D'accord? Donc, ça aussi, c'est dans les cartons. Donc, voilà.
Évidemment, on ne parle pas de tarifs, on ne parle pas de ces choses-là. Là, on est encore, vous et moi, en fait, le Canada est encore affecté par les tarifs sur l'aluminium, l'acier, etc. Tout le reste, hein, c'est encore très là. Donc, ça continue à coûter. On en est là. Là, oups, excusez-moi. Bien entendu. Voilà, merci. Donc, ça, c'est le vignoble dont je voulais vous parler, donc The Hatch. Donc, ils font de l'excellent vin. Je faisais de la publicité pour eux. Ils m'ont envoyé 15 caisses hier soir. Là. Donc, voilà. Ouais, j'aurais dû y penser. Le Canada s'est battu bec et ongle pour garder en place ce qu'on appelle le chapitre 19, donc autrement dit le maintien du tribunal d'arbitrage indépendant qui a permis au Canada de gagner tous ses conflits commerciaux avec les États-Unis. Regardez comment le président Trump était heureux au G7 de parler avec son vis-à-vis canadien. Et donc, le Canada a réussi à gagner ça. C'est très bien. En fait, c'est vraiment essentiel, on s'entend. Ça n'empêche pas le président ou les États-Unis d'imposer des frais sur différents produits. Ils l'ont fait à plusieurs reprises sur le bois d'œuvre, même si le Canada a gagné à chaque fois. Ils l'ont fait déjà, le président Bush l'avait fait sur l'acier. Et là, le président Trump l'a fait sur l'acier, l'aluminium, etc. Au nom, ça reste, hein, au nom de la sécurité nationale. Donc, il garde toujours toutes les options dans ses manches. Et par ailleurs, même lorsque le Canada a gagné, la Mauricie a été particulièrement affectée. On produit du bois ici. Et donc, même si le Canada a gagné, si ça prend 8 mois, 1 an, 2 ans, plusieurs années, bien évidemment, ça affecte les travailleurs, les entreprises canadiennes, même si ultimement elles gagnent. Et évidemment, il n'y a rien qui garantit que lorsque le Canada reçoit des dédommagements, ben ils vont arriver d'un coup. Hein. Donc, évidemment, cet argent-là est envoyé par tranche et tranquillement pas vite. Évidemment, on peut ralentir. Évidemment, si on est chanceux et que le président est sympathique, disons, le président Obama avait dit que sur la question du bois d'œuvre, il allait mettre son poids dans la balance pour que ça aille plus vite. Ça a été plus vite, mais ça a quand même pris du temps à se régler au début de son mandat. Donc, ça vous donne une idée. Donc, imaginez avec quelqu'un de très, 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 très positif comme ça ici. D'accord? Mais c'est une victoire pour le Canada, donc c'est pas si mal. Maintenant, j'avoue que j'ai perdu le fil du temps. J'espère ne pas dépasser, mais je vais peut-être accélérer. Il me reste 5 minutes. Oh, OK, on va aller vite. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est très simple. On a eu une belle cérémonie. Malheureusement, pour le président, aux États-Unis, le pouvoir à Washington est divisé en 3 branches. La Cour suprême, le président qui est l'exécutif, la Cour suprême, comme je vous disais, c'est le judiciaire, et le Congrès, c'est le législatif. Et donc, le président n'aura pas le choix pour faire entériner son bel accord de passer par le Congrès. Le Congrès est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. D'accord? Je vous épargne les détails, mais une chose est sûre. Et donc, il ne peut pas... Le président, c'est lui qui signe les ententes, mais les ententes sont ratifiées, surtout les ententes commerciales, par le Congrès, sinon au minimum par le Sénat. D'accord? Dans le cas présent, par le Congrès au complet. Donc, le président est là. J'ai pris une belle photo de lui quand même. Oui, absolument. C'est une photo officielle d'ailleurs. C'est celle qu'il m'a envoyée la semaine dernière. Bon, bref. Ici, nous avons le président du Sénat, donc Mitch McConnell. Donc, tout le monde pousse, pas tout le monde, mais beaucoup de monde, des amis du président, poussent pour que l'accord soit signé avec le Congrès qui est là en ce moment, qui est dominé par les républicains. McConnell, qui est un très proche allié du président et qui est un républicain de très, 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 très longue carrière, a décidé, en fait, dit que non, il n'y aura pas de vote au Sénat avant minimum 2019. Donc, lorsque les nouveaux élus vont rentrer au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc, déjà là, l'agenda du président est un peu bloqué. Nancy Pelosi, donc une représentante de la Californie, donc une femme de carrière, une des premières, sinon la première femme d'origine italienne élue à Washington, qui vient d'une famille de politiciens. Son père était maire de Los Angeles, je pense. Bref, elle, le jour même de la signature, a déclaré haut et fort que le USMCA est work in progress. On va travailler là-dessus. Elle veut des garanties que le gouvernement mexicain va mettre en place les fameuses lois dont je vous parlais tantôt, les moyens de vérification. Elle est très sceptique face, en fait, le Parti démocrate en général, puis certains républicains d'ailleurs, sont très sceptiques face à cette entente-là qui a été signée un peu à la va comme je pousse, parce qu'elle a bien y penser, à part ce que je vous ai dit là, il n'y a rien qui a changé. Okay? Pratiquement rien qui a changé. Donc,
c'est pas gagné aux États-Unis. Évidemment, au Canada non plus. Ça risque de bien passer si ça passe. Au Mexique, le président élu, qui va rentrer bientôt, dit qu'il n'était pas très, très chaud à l'accord, qui a été signé par son prédécesseur, qui a perdu les élections. C'est sûr que ça n'aide pas. Et donc, les fameuses lois, d'ailleurs, sur les syndicats et tout ça, il faut bien qu'il les adopte, même s'il est pour, ça ne veut pas dire que le gouvernement mexicain va les adopter pour lui. Et donc, il n'y a rien de fait encore. Donc, comme je vous dis, cet accord-là, c'est gentil, ça a été signé sur le coin d'une table, une belle table par ailleurs, mais il reste que c'est... Et voilà, nous sommes, vous et moi, dans l'ère de la politique qui est de la négociation à l'ère de la télé-réalité. C'est-à-dire que le président Trump est d'abord et avant tout le maître de The Apprentice, et il a l'impression que les choses fonctionnent de cette façon-là. Donc, il fait du show, il fait de l'esbrouf, mais qu'est-ce qui en sort? Il a gagné 3,5 du marché laitier canadien, par exemple. S'il avait signé le traité commercial, le TPP, là, donc Trans-Pacific, en tout cas, bref, peu importe, les États-Unis auraient eu accès à 3,25 Donc, oui, il a gagné 0,25 du marché laitier canadien. Tout ça avec des tarifs, des ci, des ça, pas super. Il n'y a rien qui garantit que les emplois industriels vont revenir aux États-Unis. On l'a vu, GM a annoncé des coupures. Il n'y a pas de pouvoir pour tordre le bras de GM à ouvrir des usines. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, grosso modo, toute cette histoire-là, c'est un immense spectacle qui a donné quelques petites choses, évidemment, des tweaks, finalement. Tout ça pour ça, hein. Et donc, il a donné quelques tweaks, mais finalement, qui lui a permis à la télévision de dire, regardez, je défends les pauvres Américains face à la mondialisation, face au méchant Canada, etc., etc. Donc, il est allé se battre, symboliquement, si on veut, ou à la télé, en tout cas, peut-être même dans sa tête. Donc, il est allé se battre pour le petit monde américain, et c'est comme ça qu'il s'est positionné. Donc, tout ça, c'est un gros spectacle destiné au public américain, à son électorat à rigueur, parce que le public américain, par ailleurs, n'est pas dupe du président. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et après ça, on discutera, là, mais l'essentiel de ce spectacle-là, évidemment, est dirigé contre le principal partenaire commercial américain, à savoir la Chine, avec qui, bon, on a ouvert des négociations. Avez-vous vu ce qui s'est fait? Ils ont encore signé un bout de papier sur le bord d'une table. Le lendemain, on en parle. Les Américains disent une chose, les Chinois disent d'autres choses. Finalement, le président, même ses conseillers disent « Ouais, ben finalement, on n'a pas vraiment signé ça, Ça a fait bouger Wall Street et heureusement, bon, malheureusement pour lui, mais heureusement pour le président Trump, le président Bush est décédé. On a fermé Wall Street pendant 24 heures, ça a stabilisé le marché. Il était chanceux, là, il est en baisse. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est de l'esbrouf et c'est beaucoup du spectacle, comme aller signer une entente avec le dirigeant nord-coréen qui continue à faire des bombes atomiques. Vous comprenez? Fait que c'est du spectacle d'abord et avant tout. Donc voilà, c'était ma conclusion. Voilà. Oh! Merci. Vous êtes gentil d'applaudir avant que je réponde aux questions. Parce que, je vais faire de la place. Voilà. Donc, on va voir si on ne pourrait pas lire. Je vais y aller en vrac, en ordre, comme ça, ça va être plus simple. Est-ce que le USMCA donc, va avoir pour résultat de nous faire passer d'une économie intégrée à une économie désintégrée? Non, les liens entre le Canada et les États-Unis sont énormes. C'est pas un conflit commercial comme celui-là qui va nous, qui va diviser les deux partenaires. Au pire, si pour une raison qui m'échappe, le président annule ce traité-là, on peut le traité de l'ALENA est encore effectif, il peut le détruire et ensuite ça va être le traité de libre-échange qui a été signé entre Brian Mulroney et Ronald Reagan, excusez-moi. Pardon. Donc, bref, qui va être mis en place. Donc, les échanges vont continuer et l'intégration économique nord-américaine, elle est énorme. Un peu moins forte avec le Mexique, mais elle est énorme. Ça ne devrait pas s'écrouler. Donc, je ne pense pas que c'est cet accord-là qui va faire en sorte que nous allons nous écrouler. Ceci étant dit, évidemment, face aux grands joueurs américains, les joueurs canadiens sont plutôt petits. Et évidemment, ça ouvre la porte à plus
d'intrusion, si on veut. Forcément, plus on intègre les économies, hein, plus il y a de l'interaction. Okay? Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il va y avoir de catastrophe. Je ne pense pas. Je pense qu'essentiellement, tout ça, c'est de l'esbrouf pour l'instant. Donc, la hausse des tarifs douaniers sur l'aluminium affecte grandement le Canada. Est-ce que cela joue un rôle dans le fait que le lockout à l'ABI a l'air n'a pas l'air vouloir se résoudre? J'avoue que je ne connais pas la dynamique interne de la compagnie. Le conflit a commencé avant l'imposition de ces tarifs-là. Je ne me prononcerai pas sur c'est des bonnes et mauvaises raisons, mais c'est certain que pour l'instant, l'ABI ne produit pas et donc ils n'ont pas besoin de payer leurs employés. Les exportations vers les États-Unis coûtent plus cher. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas pressés. Pour l'instant, le contexte, si on veut, n'est pas très, très favorable à un règlement de tout ça. Mais j'ai l'impression que, évidemment, tout conflit syndical de ce type-là a une dynamique interne aussi importante. Évidemment, est lié au contexte international. S'il y avait un contexte de surproduction, je ne connais pas le domaine de l'aluminium, mais évidemment, s'il y a un contexte international de surproduction, de baisse des prix, bien forcément, ça n'encourage pas les règlements de tels conflits. Donc, ça, c'est sûr. Donc, les Américains aussi ont quelque chose de renversant. Ils ont imposé une limite aux exportations de la poudre de lait. Donc là, j'ai toute une série de chiffres, effectivement. Donc, 72 000 tonnes, donc 55 000 tonnes en 2020, 35 000 tonnes en 2021. Toute exportation additionnelle sera frappée d'une lourde taxe. Comment les États-Unis peuvent limiter nos exportations partout dans le monde? Bien, évidemment, parce qu'ils veulent pouvoir exporter leurs produits. Vous comprenez que là, il y a toute la question dans le lait. J'en ai pas parlé, mais c'est un peu technique. Donc, les produits laitiers sont classés en catégories. D'accord? Là, je n'ai pas les catégories exactes en tête, là, mais donc, il me semble que sur la catégorie 5 rentrait ce qu'on appelle du lait diafiltré. Là, évidemment, vous et moi, on sait tous ce que c'est du lait diafiltré. Donc, du lait diafiltré, ce sont des produits, donc des protéines de lait réduites en poudre, ou en tout cas réduites d'une certaine façon, exportées et réintroduites dans la chaîne alimentaire dans des produits comme le yogourt, le fromage, etc., etc. D'ailleurs, les compagnies canadiennes sont très friandes de ce genre de choses-là, par ailleurs. Ça se peut très bien qu'on mange des fromages canadiens, ou québécois, peu importe, dans lesquels on a intégré du lait diafiltré d'origine américaine. Et donc, il y avait un trou dans l'accord de libre-échange nord-américain parce que ça n'existait pas avant, ces trucs-là. Hein, donc, et là, bien évidemment, les Américains, bon, là, avec le nouvel accord, on veut faire sauter cette catégorie-là pour qu'ils puissent rentrer à fond la caisse. Avant, le Canada avait réussi à obtenir une limite sur la quantité qui pouvait rentrer ici. Là, on veut faire sauter ça. Et donc, effectivement, on veut limiter la capacité d'exportation des États-Unis parce qu'on veut protéger le marché étranger américain, étant donné que, bon, les Américains, je vous l'ai dit, sont en surproduction en ce moment. Très, très forte surproduction par ailleurs. Elle augmente sans arrêt, d'ailleurs, leur production. Et, ben oui, donc comment ils font? Ben, je ne sais pas, il va falloir parler aux négociateurs canadiens qui acceptent ce genre de choses-là et qui, à mon avis, ce que je disais à un de mes collègues, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Jean Guilbert travaille avec moi au Cégep de Trois-Rivières et lui-même un petit troupeau de vaches, produit un petit peu de lait. Et donc, on en parlait, puis l'idée, c'est que les Américains veulent écouler leurs produits sur la scène, le marché international. Et ils veulent continuer à subventionner et donc ils disent, ben écoutez, avec votre gestion de l'offre et tout, vous devez nous donner quelque chose en échange. Et donc, c'est un peu un sacrifice que le Canada fait. Donc, les producteurs laitiers ici, particulièrement au Québec, mais aussi en Ontario puis au Canada. Donc, on sacrifie ces gens-là au nom d'emplois, en guillemets, plus payants dans l'industrie. On peut le voir avec GM. Je ne suis pas sûr que le pari est si payant que ça par ailleurs. D'accord? Donc, c'est un peu comme, d'après moi, c'est un peu comme ça qu'on essaye de justifier tout ça, là. Donc, quelqu'un m'écrivait, les États-Unis sont un pays très protectionniste. Est-ce que ça peut leur être fatal ou nuisible? Donc, est-ce que, autrement dit, leur économie devient relativement biaisée, mal évaluée, dans la mesure où, étant donné qu'elle est tellement protégée que, finalement, ce n'est pas leur véritable économie?
Autrement dit, donc ils payent pour supporter leur économie. Ben, vous et moi aussi, on paye là, pour supporter l'économie canadienne par ailleurs. Mais effectivement, aux États-Unis, c'est un des grands mensonges. Hein. Eux, ils disent tout le temps, regardez, nous, c'est le libre marché. Donc, vous devez ouvrir votre marché, vous devez cesser vos subventions. C'est faux. Ils donnent la subvention à fond la caisse de toutes sortes de façons. Je vais vous en donner 2-3. Là. Donc, aux États-Unis, par exemple, là, c'est moins vrai. Le président américain a réussi à faire baisser le taux d'imposition des grandes entreprises. Mais jusqu'à tout récemment, le taux d'imposition des grandes entreprises aux États-Unis était extrêmement élevé. Beaucoup plus élevé qu'ici, par ailleurs. Okay? Par contre, aux États-Unis, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on dit on va taxer les gens dans le tapis, ou pas tant les gens aussi, là, tant qu'à y être, mais les entreprises aussi. Mais on va mettre dans la loi, dans différents budgets, on va mettre des clauses qui permettent aux gens d'économiser, aux entreprises d'économiser et de couper dans telle dépense, ou de subventionner tel genre de dépenses, subventionner la main-d'œuvre, etc., etc. Et on fait beaucoup de ça aux États-Unis. Et on donne de la subvention aussi beaucoup, de façon détournée, évidemment. La plus grande façon par laquelle on donne des subventions, pensons, les Américains disent, par exemple, nous, on ne subventionne pas notre industrie aéronautique, par exemple. Vous, avec votre bombardier ici au Canada, au Québec, là, vous subventionnez là, ça à fond la caisse, ça n'a pas de sens. Nous, on ne fait pas ça. C'est faux. C'est faux parce que l'industrie aéronautique américaine, elle est subventionnée par, disons, par la bande, pour utiliser une terminologie de hockey. Hein. Donc, bref, ce qu'on fait, c'est que via le Pentagone, on donne des immenses contrats de recherche et de développement de technologie. On donne des immenses contrats de... Évidemment, on force l'entreprise privée, donc Boeing, hein, si vous voulez, ou McDonnell Douglas, par exemple, etc. Donc, ces grandes compagnies-là, Northrop Grumman aussi. Donc, ces grandes compagnies-là reçoivent des immenses contrats de l'armée américaine, de la Navy ou encore de la Air Force. Et donc, ils peuvent produire, ils peuvent développer leur inventaire d'avions, leur technologie, des meilleurs moteurs, des ci puis des ça, et des habitacles plus confortables, des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas de la recherche, c'est de la défense. Vous comprenez que c'en est de la subvention, c'est de la subvention cachée. En fait, nous aussi, ici au Canada, on en parle de ces temps-ci. Le premier ministre Legault est content. Là, la péréquation, le calcul a été changé. Hein. Aux États-Unis, il n'y en a pas de péréquation. Ça s'appelle le Pentagone. Disons, voyez la chose suivante. Disons que je suis un représentant, un sénateur d'un État, là, je ne sais pas, la Californie. Nancy Pelosi, là, hein, bon, elle est à gauche, elle est progressiste, etc., etc. Elle est liée directement aux grands producteurs d'armement qui sont installés où? En Californie. Silicon Valley, ça ne s'est pas développé n'importe comment, là. Hein, ils disent, oh non, c'est de la libre entreprise, etc. Ben oui. Ben oui, dans un char d'assaut, un avion, un sous-marin, qu'est-ce qu'il y a? Des ordinateurs. On en met de l'argent là-dedans, beaucoup de milliards. Budget du Pentagone, budget, on ne parle même pas des budgets spéciaux pour différentes choses. Budget de base du Pentagone, 700 milliards US cette année. Ben, 600 quelques, là, ça baisse un peu. Là. Mais là, le gouvernement viendrait investir 200-300 milliards de plus. Là. Vous voyez, c'est énorme. Donc, oui, effectivement, les États-Unis subventionnent à fond la caisse leur économie de différentes façons. Et effectivement, ils présentent les choses toujours de façon un peu biaisée. Le gouvernement a tendance à faire ça aux États-Unis. Ben oui, effectivement, notre appréciation de l'économie américaine est biaisée. Je vais vous donner un dernier exemple. Si vous avez une chance, vous mettrez la main sur le livre de Steve Cole, qui est un journaliste, professeur d'université, je ne me souviens plus où, à New York, je pense. Il écrit aussi pour le New Yorker. Steve Cole a écrit un livre qui s'intitule The Invisible Empire, je pense, sur Exxon, la petite compagnie d'essence là, qui s'appelle Esso ici au Québec, au Canada, je veux dire. C'est minuscule. Je pense que c'est la plus grosse compagnie au monde. En tout cas, pas loin. Après Vladimir Poutine, bien entendu. Et aux États-Unis, au gouvernement, il y a quelque chose qu'on appelle la taxe Exxon. C'est-à-dire que le plus gros client d'Exxon, qui est devenu ExxonMobil il y a quelques années, là, c'est le Pentagone. Vous savez, de l'essence dans un avion, dans un bateau, dans un char d'assaut, dans des jeeps, sur un terrain de combat, bien évidemment, on consomme. Donc, ils garantissent au Pentagone une quantité phénoménale de pétrole disponible instantanément. En échange, dès qu'il y a un problème sur une installation Exxon, on envoie du monde. Dès qu'on a besoin de sécurité, on envoie du monde. C'est ce qu'on appelle la taxe Exxon. Non, on ne donne pas des subventions à Exxon. On assure la sécurité d'Exxon. Comprenez? Donc, au nom de la sécurité nationale, on peut imposer des taxes sur l'aluminium,
sur le bois d'œuvre, sur toutes sortes d'affaires. Et aussi, on peut subventionner de la recherche fondamentale aussi, bon, etc. Donc oui, effectivement, il y a un petit problème. C'est pas tout à fait du libre marché. Oui, bon, est-ce que le Canada aurait été gagnant en laissant tomber le Mexique? Comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a rien de signé. En fait, oui, il y a un bout de papier qui est signé. Moi, je pense que le Mexique et le Canada avaient plus de chances en négociant à deux contre, pas nécessairement contre, mais en tout cas en poussant un agenda similaire face aux gros voisins turbulents. Pour une raison qui m'échappe, le président Peña Nieto a décidé de laisser tomber un peu le Canada et signer à la va-vite l'accord. Son successeur n'a pas l'air, comme je vous dis, très enthousiaste à faire ça. Et comme je vous dis, l'accord est signé, mais il n'est pas encore entré en application. Il n'est pas définitif. Donc, Nancy Pelosi, je vous montrais la photo tout à l'heure, elle, ce qu'elle dit, c'est gentil tout ça, mais on va discuter de l'accord. Nous, on ne peut pas le modifier, effectivement. Donc, le Congrès ne peut pas le modifier, mais peut l'accepter ou le rejeter. Et donc, ils vont dire, écoutez, si vous voulez qu'on l'accepte, vous allez forcer le Mexique, le Canada, ci puis ça, là, à accepter ces choses-là ici, là, donc des mesures de ci puis de ça, là, bon, etc. Et donc, le Canada peut faire la même chose. Le premier ministre Trudeau ou Mme Freeland, donc sa ministre des Affaires étrangères, sont très au courant de tout ça. Évidemment, on n'en parle pas. Et les Mexicains aussi sont très... Donc, ça va encore grenouiller, ça doit être encore en train de négocier, mais maintenant, on n'a plus la pression des caméras ni du président à la peau orange. Et donc, ce qui arrive, c'est que... Est-ce que le Canada a dû laisser tomber le Mexique? J'ai pas cette impression-là. Comment je peux dire? Le Mexique, donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont partis là-bas. Ça, c'est clair. D'un autre côté, comment est-ce qu'on fait pour influencer ces gens-là? Bien, évidemment, en les intégrant, puis en les forçant à acquérir des normes. Et si vous voulez un exemple de ce type de façon de penser-là, bien, pensez à la deuxième économie du monde, c'est-à-dire l'Union européenne. En fait, la troisième, excusez-moi, après la Chine. Donc, l'Union européenne, c'est ça qu'elle dit. Elle dit à tous ses nouveaux partenaires, bon, mais vous avez 10 ans, là, je dis 10, c'est peut-être 15, là, je ne me souviens plus, mais disons 10 ans pour mettre en place des réformes administratives, des réformes judiciaires, des réformes dans le code du travail, des réformes de ci puis de ça. Donc, vous avez 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour vous adapter et après ça, vous serez un membre à temps plein de l'Union européenne. En attendant, on va toujours vous garder sous surveillance. Donc, je pense que c'est un des moyens d'intégrer ces gens-là. La même chose, le traité commercial de Trans-Pacifique, dont les États-Unis se sont retirés. Bien évidemment, la première chose qui est arrivée lorsque les États-Unis se sont retirés de cet accord-là, c'est que des pays comme les Philippines se sont tournés vers le principal partenaire commercial qu'ils ont après les États-Unis. C'est qui? La Chine. Donc, est-ce que les normes chinoises sont meilleures que celles que le Canada, puis bon, etc., l'Australie pourrait imposer, en fait, demander aux Philippines ou au Vietnam, etc.? J'en doute. Donc, il faut le voir comme ça. Maintenant, est-ce que ça coûte des emplois? Est-ce que ça nous force à investir? Ben oui, forcément, ça nous coûte des sous, puis c'est pas évident. Mais je pense que d'avoir plus de partenaires, parce que évidemment, ce qui enquiquine énormément le président actuellement, c'est toujours de faire des négociations multilatérales. C'est pour ça qu'il déteste le G7, il déteste encore plus le G20. Pour lui, l'ONU devrait être détruite. Bon, l'OTAN, c'est inutile, parce qu'il y a trop de monde, c'est du multilatéralisme. Il ne peut pas s'asseoir avec une personne puis négocier avec la personne. C'est ça qu'il aime, lui. Puis évidemment, quand on est le plus gros, le plus fort, ben, on a tendance à imposer nos vues. Donc, le bilatéralisme. Quand on est le plus gros, c'est le fun. Quand on est plus petit, c'est un pensez-y bien. La possibilité d'impeachment est-elle réelle? Merci. Vous allez aimer ma réponse. Moi, je suis un historien. Les historiens n'aiment pas ça, le noir et le blanc. Donc, on aime ça gris. Donc, évidemment, ma réponse va être oui et non. Donc, oui, donc l'impeachment, c'est une procédure, pour faire ça rapidement, c'est une procédure par laquelle on peut destituer n'importe quelle personne qui est élue aux États-Unis. Donc, c'est inscrit dans la Constitution. Au cas où un dirigeant, notamment le président, deviendrait corrompu, en fait, excusez-moi, donc la procédure d'impeachment, donc, dans la Constitution, la procédure d'impeachment permet au Congrès de se débarrasser d'un élu, particulièrement du président, si celui-ci est condamné, soit pour, donc c'est bien écrit, high crimes, okay,
Treason and misdemeanor. Okay. High crime, qu'est-ce que c'est un haut crime ou un grand crime? Well, your guess is good as mine. Donc, ça ne veut pas dire... En fait, mais je vais continuer. Après ça, high crime, bon. Treason, ça, c'est assez facile. Disons, collaborer avec l'ennemi. Mettons une puissance hostile qui est dirigée par un kleptocrate, qui a un grand territoire, je ne sais pas. Une puissance nucléaire, peut-être, on ne sait pas. Et misdemeanor. Alors là, misdemeanor, c'est large. Misdemeanor, ce que ça veut dire, c'est des mauvais comportements, si vous voulez. Comportement inapproprié. Moi, je me souviens d'un candidat à la présidence qui a déjà affirmé haut et fort dans un enregistrement que les femmes ne pouvaient pas y résister, puis il savait exactement comment les pogner. Est-ce que c'est du misdemeanor? Je ne sais pas. Un autre président, un de ses prédécesseurs, un démocrate, je ne dirais pas qui, a été accusé de misdemeanor, d'avoir menti à un grand jury, puis de misdemeanor parce que, bon, il y avait eu des relations inappropriées avec une de ses secrétaires, en fait, c'est pas une secrétaire, c'est une interne, donc une stagiaire. Vous comprenez? Là, à ce moment-là, le misdemeanor, c'était ça. Là, évidemment, il avait menti devant un grand jury. Bon, effectivement, misdemeanor. L'impeachment est un processus politique, ce n'est pas un processus judiciaire. Donc, qu'est-ce qui arrive comment fonctionne la procédure d'impeachment? C'est assez simple et complexe. Donc, la mise en accusation, elle est faite par la Chambre des représentants, donc où siègent 438 représentants répartis en fonction de la population de chacun des États. Donc, des États comme la Californie ont beaucoup plus de poids que, disons, le Rhode Island, où est-ce qu'il y en a juste un, d'accord? Parce qu'il y a un minimum, sinon je ne suis pas sûr qu'il y en aurait. Et donc, la procédure est la procédure d'accusation, elle est faite là. Donc, disons que la majorité des représentants votent pour la mise en accusation, c'est fait. Donc, c'est ce qui est arrivé à Bill Clinton. Ensuite, le jugement lui-même est rendu par le Sénat. Le Sénat qui est présidé non pas par le vice-président parce qu'il est lié au président, mais par le juge en chef de la Cour suprême. Dans le cas présent, le juge John Roberts, qui a été nommé par George Bush, fils. Et donc, la majorité des gens qui sont élus au Sénat sont des républicains. En ce moment, la Chambre, elle est à majorité républicaine. À partir de janvier, elle va être à majorité démocrate. Il n'y a aucune chance, en tout cas, il n'y a aucune chance pour l'instant que sur des questions de finances en campagne électorale, on poursuive le président Trump et qu'il soit débarqué pour des raisons comme ça. Le Sénat va rester derrière lui. Le président Richard Nixon, dans les années 70, jusqu'à temps qu'on sorte les enregistrements, où est-ce que là, on avait, en anglais, on dit le smoking gun. Donc, le Parti républicain était derrière le président Nixon, malgré le fait qu'on sortait des documents après documents qui montraient que Nixon était un crook, hein? Donc l'épithète que Donald Trump a collé à Hillary Clinton. Et donc, le Parti républicain est resté jusqu'à temps qu'on sorte les fameux enregistrements, et là, il y a eu un renversement. Donc, à moins que quand je vous dis que non, jusque-là, c'est impossible, il n'y en aura pas. Mais peut-être que oui, parce que Robert Mueller, le procureur spécial qui mène l'enquête sur l'élection, donc sur la possibilité de collusion. D'ailleurs, collusion, ça aussi, c'est un autre beau mot. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair. Donc, la collusion entre le président, en tout cas, la campagne présidentielle de Donald Trump et la Russie, et possiblement d'autres choses, parce qu'évidemment, c'est normal, comment je pourrais dire, l'entreprise Trump est une machine à blanchir de l'argent. C'est clair. On pourra en parler après, si vous voulez, mais bref, tout ça pour dire que là, si on creuse, là, il y a matière à poursuite criminelle, mais la jurisprudence dit qu'on ne devrait pas mettre en accusation devant un juge un président en exercice de ses fonctions, et donc, à moins, donc, s'il est défait, disons, en 2020, là, il y a des chances qu'une enquête mène à un procès qui l'amènera en prison, potentiellement. Mais disons que il faudrait vraiment que le procureur Mueller sorte de smoking gun, ce qui est possible. Mais vous savez que ça se peut qu'il ait l'information, M. Mueller.
Mais maintenant, exactement, il faut prouver ça en cours. Et vous comprenez que prouver ça en cours, c'est une autre chose. Et là, n'oubliez pas que, comme je vous ai dit, le processus d'impeachment, c'est un processus qui est politique. Ce n'est pas judiciaire. Donc, la façon de, disons, convaincre les gens qui vont rendre un jugement, c'est pas la même que dans une cour. Et là, comment est-ce qu'on fait pour convaincre des gens qui vous sont hostiles, si on veut? Bien là, bonne chance. Donc, oui et non. Je penche plus pour le non, pour l'instant, là. Et de toute façon, c'est un long processus. Nixon, ça a pris 2 ans, le mettre dehors. Et on avait un dossier très, 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 très étoffé. Et en plus, il y avait un consensus médiatique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, au Canada, c'est la même chose, mais on a une multiplicité de réseaux, de canaux d'information. Et en plus, aux États-Unis, là, vous avez toutes sortes pensez à Fox News, qui est littéralement la branche médiatique de la Maison-Blanche ces temps-ci. Mais pensez à des choses comme Infowars, par exemple, par Alex Jones, qui est une machine vociférante pro-Trump. Bon, en tout cas, anti-establishment, anti-tout. Donc, vous avez ça, puis ça, c'est pas nécessairement les pires. Là. Donc, vous comprenez que c'est pas fait. C'est loin d'être fait. Mais ça se peut. C'est possible. 2 minutes. Attendez, là, donc dans cela, je vais prendre une courte. Attendez. Donc, est-ce que ça fait une différence si les gens achètent local? Oui. Voilà ma réponse. Pensez juste aux publicités du lait. Évidemment, les normes de la production du lait ici au Canada sont plus serrées qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on utilise beaucoup plus d'antibiotiques et de produits d'hormones, merci. Donc, évidemment, ça fait une différence. Je vous le suggère fortement. Mais maintenant, évidemment, l'industrie canadienne du cinéma n'est pas capable de faire Batman, alors moi, je vais continuer. Spider-Man qui sort en fin de semaine, donc c'est sûr, je vais aller voir avec les enfants, bien sûr. Je vais closer avec ça, comme on dit. Donc, si j'ai bien compris, le chapitre 11 a été éliminé, c'est une bonne chose. Donc, poursuite des compagnies, de compagnies contre les États. Non, ça n'a pas été éliminé finalement. On en a gardé un petit peu par la bande. C'est magnifique tout ça. Au contraire, en fait, la procédure va être facilitée. Les États vont pouvoir les compagnies vont pouvoir plus facilement poursuivre des États qui nuisent à leur rentabilité. Donc, disons que le Canada décide de passer, je dis n'importe quoi, là, mais une loi sur, je ne sais pas, l'exploitation pétrolière, ou le Québec dit, on ne peut pas faire de recherche ou de forage à tant de kilomètres d'un centre-ville ou d'une source d'eau potable. Ça va être facilité. Ce n'est pas encore fait, là, mais c'est en négociation en ce moment même. Donc, je suis désolé, mais ça aussi, c'est dans le USMCA. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.